Bonjour à tous et à toutes, ici Marwan et bienvenue sur la suite de la quête sur les moteurs de jeu. Alors aujourd'hui on va venir s'intéresser à une nouvelle étape de la pipeline de rendu OpenGL qui est l'étape de blending. Alors commençons cette présentation par un petit exemple de ce que va permettre le blending. Donc le blending va être surtout utile pour la transparence, mais vous verrez qu'elle aura d'autres utilités que la transparence. Alors je vous ai mis ici un petit exemple d'une scène composée de différents éléments qu'on détaillera par la suite. Mais ici, il faut savoir que c'est une scène sans transparence. Et à droite, ici, je vous ai mis une scène avec transparence. Donc on voit ici que par exemple la table a une vitre transparence. Les escaliers, on peut voir les escaliers à travers les murs. Et on a également de la transparence sur la box placée juste ici. Alors tout ça va être possible avec notamment le blending. Mais vous verrez qu'il y a quelques subtilités à comprendre. Alors, donc le blending, où se trouve le blending dans la pipeline de rendu OpenGL? Donc le blending, elle se trouve dans l'étape de per sample opération, juste après le fragment shader et juste après le depth test. Donc, je vous ai mis en vert les étapes qu'on a déjà vues sur cette chaîne YouTube, et ici je vous ai mis l'étape du blending. Donc le blending, comme toutes les autres étapes de OpenGL comme le stencil test ou le depth test, va pouvoir être activé avec gel enable et en passant l'énumérateur gel blend. Et on pourrait également le désactiver avec gel disable et gel blend. Donc le blending, qu'est-ce que c'est? Donc ça va permettre de pouvoir récupérer l'output du fragment de shader. Et grosso modo, ça va venir le mélanger avec les couleurs actuelles du frame buffer. Donc c'est exactement ce que ça va permettre de faire. C'est que ici au frame on shader, en sortie, on aura une couleur. Et cette couleur va devoir être mélangée avec la couleur actuelle du frame buffer. Donc c'est d'où le nom blending qui veut dire mélange en français. C'est notamment le but principal de cette opération. Alors je vous ai mis à gauche une image assez simple. Donc c'est un cercle vert au milieu avec une bordure blanche et avec de la transparence autour du cercle vert. Et à droite, je vous ai mis juste une image rouge, toute simple, qui va être mélangée avec l'output du fragment de shader. Alors qu'est-ce que ça donne si on les mélange entre eux de manière, on va dire, simple? Eh bien ça pourrait donner ceci. Donc on aurait l'élément vert qui serait par-dessus l'élément rouge. Et avec les niveaux de transparence qui seraient bien réglés. Alors, ça c'est assez simple à décrire de manière mathématique. On peut tout simplement le faire comme étant la couleur de destination, donc la couleur frame buffer, multipliée par 1 moins la couleur de l'output du fragment shader, en alpha, la composante alpha de cette couleur ici, plus la couleur source, donc la couleur source c'est cette couleur ici, multipliée par la couleur source, enfin la composante alpha de la couleur source, donc ici. Et cette équation ici va donner exactement le résultat qu'on a mis ici. Donc chaque pixel va subir exactement cette opération. Donc les couleurs ici sont des couleurs RGBA, donc red, blue, green et alpha. On a bien l'alpha ici. Et c'est ce qui va permettre grosso modo principalement de pouvoir faire. Alors, donc ici je vous ai mis la décomposition de chaque composante RGBA pour l'équation ici. Les facteurs, donc OpenGL comme vous le savez depuis maintenant, est assez permissive. Et au lieu de directement calculer une équation basique suivante ici, eh bien on va modifier cette équation en ajoutant des facteurs. Donc on a un facteur source et un facteur de destination. Donc la couleur source et la couleur de destination ne changent pas, mais d'où ce qui va nous intéresser ici, c'est le facteur source et le facteur destination. Ici, le facteur source, c'était C source A, et le facteur de destination, ici, c'était 1 moins C source A. Donc, c'est tout simplement ce que va permettre de pouvoir définir les facteurs en lui passant des énumérateurs, et les énumérateurs, les voici. Donc à chaque fois, on aura des différentes définitions. Mais globalement, ici, si on veut nous utiliser là les valeurs qu'on a mis ici,
Eh bien, on va tout simplement les utiliser avec gel blend funk en le passant gel source alpha et gel one minus source alpha. Donc c'est bien ça qu'on a mis, hein, gel source alpha ici et gel one minus, donc 1 moins gel source alpha. Donc OpenGL est assez permissif sur ça et ça va être assez pertinent. On va juste comme ça un peu mieux. Donc je vous mets ici. Alors donc voilà. Juste petite particularité. Donc à chaque fois de toute façon j'ai détaillé exactement ce que ça correspondait et j'ai mis les valeurs en RGBA parce que c'est vraiment les facteurs sont des facteurs RGBA aussi vu qu'on multiplie par des couleurs. Donc chaque composante est multipliée entre les 4 dernières ici valeurs ici ne vont pas utiliser la couleur source principale, mais la deuxième couleur source. Comme vous le savez, dans OpenGL, dans le fragment de shader, on définit une couleur en sortie, mais on peut également définir une deuxième couleur en sortie, et c'est notamment, ça va permettre notamment de pouvoir faire certaines fonctionnalités. Je ne les connais pas pour le moment, mais ça peut être intéressant à les définir. Alors, donc on peut également définir une fonction de spécification des facteurs RGBA et alpha de manière distincte. Donc là, si je reprends ici, RGBA, et bien en fait, en gros, on va pouvoir définir des facteurs liés aux composantes R, G et B, et des facteurs séparés liés uniquement à la composante alpha. Donc ça va juste venir prendre des facteurs différents. Donc on peut le faire avec la fonction gelblend func separate, qui va prendre un facteur source RGB, un facteur destination RGB, un facteur source alpha et un facteur destination alpha. Donc grosso modo, on va juste dupliquer ça et ça va permettre de pouvoir le faire. Également, donc là on a parlé des facteurs qui étaient ici, hein. Ça c'est ce que permet OpenGL, mais OpenGL est encore plus permissif, ce qui va permettre également de pouvoir définir l'opérateur juste ici. Alors, enfin l'équation notamment, pas juste l'opérateur. Donc l'équation, il y en a 5 dans OpenGL qui sont gelfuncAdd, gelfuncSubtract, gelfuncReverseSubtract, gelmin et gelmax. Donc, à quoi correspondent ces différentes fonctions? Ça va correspondre exactement aux équations que j'ai affichées sur votre écran. Donc, la première équation est l'équation que vous connaissez, qu'on a montré par le passé, juste ici, hein. C'est le truc par défaut, qui est une fonction additive. On a également une fonction de soustraction, on va juste remplacer le plus par moins. Une fonction de subtraction inversée, donc on va juste inverser en fait la source et la destination, et on va inverser les deux valeurs. Donc ça sera cette fois-ci la destination soustraire à la source. Et ensuite on a deux autres valeurs, enfin deux autres fonctions, gelmin et gelmax. Gelmin va venir prendre la valeur minimale entre la couleur source et la couleur de destination, et gelmax va venir prendre la valeur maximale entre la couleur source et la couleur de destination. Et comme à son habitude, on peut également séparer la couleur, l'équation pour les composantes RGB et de la composante alpha. Donc, on a la fonction gelblend équation separate et on passe l'équation RGB et l'équation alpha. Donc c'est assez pratique, vraiment OpenGL est vraiment permissif et c'est ce qui permet d'avoir vraiment beaucoup de fonctionnalités et qui peut être utilisé pour différentes façons. Mais voilà, c'est à peu près tout ce que permet OpenGL en termes de blending. Et vous verrez que maintenant, donc on va venir implémenter cette fonctionnalité avec du blending dans notre moteur de jeu. Vous verrez qu'il y aura quelques petites subtilités à comprendre. Alors, donc, on va venir donc dans notre moteur et je vais vous montrer actuellement ce qu'on a. Donc, dans le moteur de jeu, je vous ai mis une scène assez basique. Donc, j'ai repris l'exemple qu'on avait mis au tout début de la slide, juste ici. Donc, ici, on a une slide avec une composante sans transparence. Donc, c'est ce que le moteur de jeu actuellement permet de faire. Et dans cette vidéo, on verra notamment comment
du coup rajouter l'alpha. Alors, donc ici on a une box, on a une petite table, un petit bol ici, et on a notamment ces escaliers et le sol. Donc, si je monte en haut, on a ici également un plafond. Globalement, les assets que j'ai mis ici, vous pourrez les trouver. Hop. Donc là, on a la table ici, on a le bol juste ici, et on a l'escalier ici. Alors globalement ici, il n'y a pas de face culling, donc on voit des deux côtés à chaque fois, hein. On voit bien le plafond ici et les escaliers ici. Moi, j'ai désactivé pour le moment, mais c'est pas grave pour le test. Et voilà, donc ça c'était pour les assets. Donc, voilà à quoi ça va correspondre. Alors, donc là, c'est comment j'ai dessiné ma box. Comment j'ai dessiné, là ici c'est mes OBJ, donc j'ai loadé mes OBJ stair, table et ball. Et ensuite, je les affiche juste en bas. Donc là, j'ajoute à la scène les escaliers. Ici, j'ajoute à la scène la table. Ici, c'est juste pour venir déplacer la table dans l'espace. Et ici, je viens afficher le bol. Donc c'est une scène toute simple. On va venir maintenant implémenter l'alpha. Alors donc pour l'alpha, voilà ce que j'ai fait. Donc on va venir à chaque fois comme pour les autres étapes de la pipeline de rendu qui était le stencil buffer et le death buffer, eh bien on va également ajouter des spécifications qui est le blending spécification. Donc est-ce qu'on souhaite pour le mesh renderer activer le blending? Est-ce que les différents modes de blending, donc la fonction add actuellement est par défaut, donc là c'est RGB blending mode et alpha blending mode, donc pour les deux composantes, j'ai utilisé la fonction separate, et là on a les fonctions, j'ai défini mon énumérateur. Hop, si je reviens en bas, donc là c'était pour les blending mode, et bien pour les blending factors on va faire la même chose, donc blending factor source RGB, blending factor destination RGB, blending factor source alpha et blending factor destination alpha. Et on a mis par défaut, comme je l'avais mis dans la slide, source alpha pour la source et 1 minute source alpha pour la destination. Et également pour l'alpha, ce sera pareil. Et pour blending factor, je vous ai affiché toutes les valeurs possibles juste ici. Alors, faut savoir qu'il y a également ici, pour les facteurs, des fois on va utiliser une valeur constante, donc constant color, 1 minute constant color, constant alpha et 1 minute constant alpha. Et bien pour ces 4 valeurs, si je reviens dans mon slide, hop, si je reviens juste ici, hop, diaporama, et bien ici, on va voir que on va utiliser une fonction, ouais, juste ici. Le facteur va être égal à une couleur spécifique définie avec GelBlend Color. Donc c'est exactement ce qu'on va faire. Donc si je descends en bas, hop, je vais remettre la caméra. Si je descends en bas, j'ai mis une couleur GelBlend Color ici, avec une couleur par défaut en noir. Et maintenant, donc une fois que j'ai défini ça, ces valeurs, il faudra les renseigner à OpenGL. Donc je vous ai mis également des getters ici, enfin des setters et des getters, hein, comme d'habitude, hein, ça change pas. Et donc si je vais dans Mesh Renderer, de la fonction Draw, hop, on va aller Draw, hop, comme d'habitude, eh bien on va venir renseigner à chaque fois les valeurs. Donc hop, donc GelBlend, Enable, Disable, je passe l'équation, le mode, enfin l'équation quoi, la fonction, les différents facteurs ici, la couleur de mélange ici, et j'ai également rajouté une color mask. Donc, tout simplement c'est juste que ça va permettre de pouvoir bloquer l'écriture sur différents masques. Bon, je ne vais pas l'utiliser dans cette vidéo, mais globalement j'ai juste rajouté depuis la dernière fois, et ça peut être utile dans certains cas. Alors, donc revenons à notre moteur et à l'implémentation de l'alpha. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? Eh bien, on va tout simplement activer l'alpha. Alors,
activer l'alpha tout simplement ne va pas forcément changer grand chose. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que dans notre fragment shader qu'on utilise actuellement, donc qui est le Bling Font Shader, eh bien on souhaite définir une composante alpha au final. Donc on va juste, on va juste aller dans Asset, ici, donc Bling, alors Bling Font Shader qui est ici. Hop. C'est le shader principal d'illumination. Eh bien nous on souhaite renseigner une composante alpha. Eh bien c'est tout ça, c'est exactement ce qu'on a fait. Ici, donc en fait, voilà moi comment j'ai procédé, c'est que j'ai défini un facteur d'alpha dans mon shader, ici dans mon matériel, qui va être une valeur entre 0 et 1. Et j'ai également défini une map alpha, ici, alpha texture, qui va définir une composante alpha dans une texture directement pour chaque pixel associé en fait aux textures ici. Exactement ce qu'on va faire ici. Et globalement, je les multiplie entre eux. Donc, je vais prendre juste la composante R, multipliée avec la composante alpha du matériel. Et je vais renseigner l'alpha directement ici. Alors, une texture alpha, voilà à quoi ça ressemble. Donc, si je vais dans mon OBJ, et que je vais par exemple dans run alt, et que je vais dans ici, voilà. Donc, ici, on a bien une texture alpha. Et la texture alpha, en fait, ça sera des nuances de blanc et de noir. Donc, blanc va correspondre à un alpha, enfin une valeur opaque, et noir va correspondre à une transparence totale. Et vous voyez que ici, on a des niveaux de gris qui correspondent à des composantes, des nuances de transparence. Donc, c'est semi-transparent. Donc ça, c'est intéressant à comprendre. Et donc moi je le définis dans mon matériel. Et dans mon OBJ, vous allez voir également que si je prends Run Gold, que les OBJ définissent des maps ici, des maps alpha avec le mot-clé mapd. Et en plus de cela, ils vont également définir un facteur alpha avec la valeur D1. Bon là c'est un commentaire, mais globalement si je vous montre d'autres OBJ, hop, bol par exemple, ici on a bien un facteur transparent qui va permettre de voir définir la transparence du modèle. Alors, donc ça c'était pour la transparence. Dans OBJ, ce que j'ai fait moi, donc j'ai rajouté en fait la map D, donc je renseigne ici dans mon matériel une map alpha, hein, comme j'avais fait dans la vidéo sur les OBJ, l'odeur d'OBJ, et j'ai également ajouté une valeur alpha ici. Hop. Donc ça c'était pour l'alpha. Donc si je vais, hop, je remonte en haut, donc dans mon loader de VJ, ici, hop, donc j'ai mon mesh renderer, je l'instancie, j'ai mon matériel, donc que je récupère ici. Matériel data est composé d'une map alpha et d'une valeur alpha. Et si ma valeur alpha est inférieure ou égale à 1, eh bien c'est qu'il y a de la transparence. Donc j'ai rajouté une epsilon ici, juste pour avoir une petite valeur. On ne sait jamais si c'est à 0,99, j'ai mis un epsilon. Pas directement vérifier avec directement 1.0. Et si ma valeur est alpha, je veux activer notamment le blending. Alors pour activer le blending, je vais juste faire ça. Gel Enable Blend. Et on n'oublie pas de le faire également dans World. Donc ça c'était pour mes OBJ, mon loader d'OBJ. Hop. Ça va permettre d'activer le blending de manière automatique. On pourrait tout simplement récupérer les objets ici et l'activer à la main. Mais moi c'est pas ce que j'ai voulu faire. J'ai voulu directement dans le lecteur d'OBJ directement activer le blending. Et pour la boîte, je vais également activer le blending. Donc voyons à quoi ça va correspondre, ce que ça va donner. Et vous verrez qu'il y aura des subtilités à comprendre et que ça ne va pas forcément donner le résultat qu'on souhaite. Alors, donc, vous voyez ici, hop, donc par exemple pour la box, donc ça a l'air d'être correct, mais globalement ça ne l'est pas dans tous les coins.
Donc ici, on voit que la transparence est bien faite. Par contre, si je me tourne ici, on voit qu'ici, on ne voit plus le fond, parce que la boîte de base a été en... Vous avez dit, c'est pour ça que j'avais mis en hop, gel enable Cull face disable. Donc on est censé voir les faces intérieures en fait, à travers les vitres. Donc ici on le voit bien, mais par contre ici on ne le voit pas. Donc c'est problématique. Je vais vous montrer également pour la table. Donc, la table ça marche bien. Et pour le bol ça marche bien. Par contre ici on voit bien qu'on ne voit pas les escaliers. Et ici on ne voit pas non plus le fond ici. Donc pourquoi c'est procédé comme ceci? C'est tout simplement c'est que le blending n'est pas ne fait pas bon ne fait pas bon n'est pas vraiment adapté en fait au test de profondeur. Et grosso modo c'est que quand en fait on dessine un objet opaque derrière un objet transparent après, et bien en fait le depth test va faire en sorte que en fait l'objet opaque ne sera pas dessiné. Donc tout simplement ici pourquoi on ne voit pas la face arrière, c'est que ici en fait la face avant, donc la face transparente qu'on voit ici, a été dessinée avant la face arrière. Donc c'est pour ça qu'on ne voit pas les faces arrière ici. Ici ça marche bien, c'est que bah, tout simplement c'est que les faces qui ont été dessinées ici ont été dessinées avant la face intérieure. Et c'est notamment ce qu'on va faire dans notre moteur. Eh bien, au lieu de dessiner les objets de manière indépendante, nous on va les dessiner d'une certaine façon. On va les dessiner en fait en utilisant l'algorithme du peintre. Donc on va pas vraiment utiliser l'algorithme du peintre, mais on va les dessiner de l'objet le plus loin à l'objet le plus près. Et notamment uniquement pour les objets alpha. Donc on va d'abord en fait dessiner les objets opaques, et ensuite on va dessiner les objets alpha du plus loin au plus proche. Donc l'algorithme du peintre, je mets un petit algo du peintre. L'algorithme du peintre, c'est exactement ce que ça fait. Donc ici on dessine les montagnes. Hop, je mets un peu plus grand. Ici on dessine les montagnes. Ensuite on dessine le sol et ensuite on dessine les arbres. Donc nous c'est pas exactement ce qu'on va faire. Pour les objets opaques, ben, en réalité on n'en a pas besoin. Le depth test va s'en charger de pouvoir afficher les bons éléments par-dessus. Mais pour les objets alpha, ça va être plus compliqué, donc il va falloir les dessiner du plus loin au plus proche, après les objets opaques. Alors ce qu'on va faire, c'est ce que j'ai fait dans le moteur, c'est que donc ici, hop, on a affiché donc tous les éléments l'un après l'autre. Donc les mesh renderers, on prenait tous les mesh renderers, on les dessinait peu importe l'ordre. Et nous ce qu'on souhaite ici, c'est afficher d'abord les objets opaques. Donc on affiche là, on prend les objets opaques et on prend les objets transparents et on les affiche. Donc pour les objets opaques, hop, donc dans mon moteur, je l'ai fermé, hop. Pour les objets opaques, donc les objets opaques ici, j'ai fait deux tableaux, des objets opaques mesh renderer et des objets transparents qui sont placés entre eux. Donc il faut toujours que je leur donne mes objets opaques, notamment parce que j'ai défini une priorité pour mes géométries. Ça on l'avait déjà fait par le passé, hein. J'ai mGeometry Renderer Priority. Donc il faut toujours que je les ordonne d'une certaine façon pour pouvoir les dessiner, hein. C'est notamment utile pour le stencil buffer. Il faut qu'il y ait des objets utilisant le stencil test qui soient rendus après d'autres, donc il y a toujours une priorité. Donc ça va pas changer par rapport à la dernière fois, mais globalement, pour les objets transparents, encore fermé, pour les objets transparents, eh bien, on va devoir les ordonner ici, en fonction de la distance de la caméra par rapport aux objets. Donc, l'algorithme du peintre serait beaucoup plus précis, et notamment l'algorithme du peintre ne gère pas ces cas ici. Globalement, hein, ça va pas permettre de le faire. Si on voudrait avoir un algorithme du peintre complet, il faudrait diviser en fait les différentes formes
et ici, et ça va être beaucoup plus compliqué à faire. Et si on voudrait aussi avoir un algorithme du peintre assez précis, il faudrait le faire triangle par triangle. Donc nous, c'est pas ce qu'on fait. Nous, on prend un objet en soi et on trie les objets entre eux de manière du plus loin au plus proche. Donc ce qu'on va faire ici, donc on va prendre la caméra, on va prendre là où regarde la caméra, la position de la caméra, et ici on va trier soit en fonction de la priorité. Donc si la priorité est égale, donc si par exemple on a deux objets avec une priorité égale, deux objets transparents avec une même priorité, eh bien on va les trier en fonction de la distance avec la caméra. Donc pour la distance avec la caméra, je vais juste tout simplement faire un dot product, hein. Donc disons que la caméra, hop, disons que la caméra est ici, disons que la caméra est ici, et que mon objet, hop, on va faire l'objet carré, est ici. Donc la caméra, si elle regarde dans ce sens-là, donc si la caméra regarde dans ce sens-là, eh bien la profondeur, en fait, la distance de l'objet ici, eh bien en fait ça va tout simplement prendre donc, un vecteur ici, hop, et ça va venir prendre le dot product entre ce vecteur-là et ce vecteur-là, et ça va venir prendre un point, donc ça va venir en fait projeter, c'est comme si c'était une projection ici, et ça va prendre cette distance ici, donc entre ce point-là et ce point-là. Donc hop, donc ça va prendre la distance qui se trouve ici, entre ici et ici. Donc c'est comme ça qu'on a calculé la distance. Hop, ne pas enregistrer. Et donc c'est ce qui va permettre de pouvoir faire l'algorithme du peintre. Et moi je veux non pas prendre du plus petit au plus grand, mais du plus loin au plus proche. Donc c'est pour ça que ici je fais supérieur. Donc ça c'était pour ordonner mes objets alpha, et vous verrez que ça va grandement aider dans l'affichage des objets alpha. Donc si je lance, là on a bien une transparence ici, donc ça c'est bien. On a bien la transparence qui est ici. Globalement ici il n'y en a pas parce que ici il y avait le face scaling qui est activé. Et donc ici on est toujours bon et le bas est toujours bon. Par contre, ici on n'est toujours pas bon, tout simplement parce que le l'objet, en fait il est trié avec lui, enfin là il n'y a pas de tri au niveau des triangles et c'est toujours problématique. Ici vous verrez qu'il y a une petite subtilité à comprendre, parce que ici aussi en fait on ne voit pas les objets qui sont derrière, enfin, le bol en fait, comme le bol il est creux, à travers la vitre qu'ici on ne voit pas la vitre qui est derrière. Bon, globalement les moteurs de jeu ont essayé de régler le problème avec une petite particularité, c'est que on va toujours activer le depth test, mais on va désactiver l'écriture pour les objets transparents dans le depth buffer. Donc je désactive pour le depth buffer ici. Je vais également le faire juste au-dessus. Ici, j'oublie pas, c'est un objet transparent. Hop, ici, et on lance. Et vous verrez que ça va grandement aider ici à voir les objets par derrière. Alors, donc, ça aide toujours pas ici, hein. Ici il y a toujours un problème, donc c'est notamment c'est parce que en fait comme l'écriture dans le depth a été désactivée, et vous verrez qu'il y a une petite particularité à faire également, mais globalement ici ça va être beaucoup mieux, c'est qu'on va pouvoir voir ce qu'il y a à l'intérieur. Bon, c'est pas forcément la meilleure façon de procéder, hein. Le mieux dans tous les cas, c'est de ne pas activer le depth, enfin d'activer quand même le depth mask, mais ça peut permettre dans certains cas de régler quelques soucis. Alors, donc comme je vous ai dit, il y a quelques petits soucis au niveau du cube, ici, c'est que les éléments ici, ils sont décalés. En fait. Donc nous, ce qu'on va faire, pourquoi c'est décalé ici, c'est que là, l'objet en fait n'est pas un objet complètement semi-transparent, mais il y a des éléments opaques par-dessus. Donc pour les objets qui sont en fait opaques, qui ont des parties opaques et des parties transparentes, eh bien en fait on va procéder d'une certaine façon, c'est qu'on va dessiner l'objet en fait en deux passes. Donc une première passe qui va permettre de pouvoir rendre l'objet uniquement les parties opaques,
et une deuxième passe qui va permettre de pouvoir rendre l'objet, les parties transparentes. Alors comment on va procéder? Eh bien, dans OpenGL, on peut, à un moment donné du fragment shader, empêcher le fragment shader de continuer. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ici, hop, je vais revenir, donc j'ai repris juste en fait mon shader classique que je vous ai montré juste ici, hein. Donc ça c'est le shader d'illumination classique. Eh bien, j'ai fait une petite variante, et en gros, je vais prendre, ici ça va être la passe 1, donc la passe 1, le shader de la passe 1, va venir uniquement rendre les objets opaques, enfin les parties opaques. Et si ici par exemple je rencontre de l'alpha, donc j'ai mis une valeur de 0,99, bon j'ai pas mis l'epsilon, j'aurais pu même mettre l'epsilon ici, epsilon, et mettre 1 moins epsilon, bon je l'ai pas fait, pas grave pour le test, hein. Et on peut même mettre cette valeur ici en sortie, en valeur d'entrée du fragment de shader en composante uniforme, c'est peut-être mieux. Mais bon, voilà ça va quoi que ça va consister, c'est que quand on va venir comparer en fait l'alpha avec 0,99, c'est que ici on a affaire à un pixel transparent, totalement transparent ou semi-transparent. Et si c'est le cas, eh bien je vais en fait empêcher la suite de se passer. Donc je vais faire discard. Donc à quoi ça va correspondre? Si je vais vous montrer un petit exemple, donc je vais dans World. Hop, donc on va prendre la box ici, et même on va prendre la box. Ça c'était la box affichée de manière classique avec le blend. Ici la box, on va hop, prendre l'objet de manière opaque pour le moment. Et donc je vais prendre le shader que j'ai mis ici. J'ai chargé le shader passe 1 et le shader passe 2. Le vertex shader ici c'est le même que celui-là, hein, il n'y a pas de différence. C'est juste pour le fragment shader. Et si je lui passe ici, hop, voilà à quoi ça va correspondre. Donc, on va voir que là, vous voyez que l'objet est bien affiché sans la transparence. Et c'est assez pratique. C'est que ici, en fait, on affiche. En fait, pour les objets qui ont une partie transparente, complètement transparente, et une partie opaque, eh bien, ça va empêcher en fait d'avoir tous ces problèmes de blending, parce qu'on n'aura pas besoin d'afficher en fait le blending, de faire le blending, et on aura besoin de faire uniquement ceci. Bon, ça c'était c'est utilisé notamment pour les sprites, qui peut être assez pratique. Ou les sprites, on a par exemple certains sprites, je mets sprite transparent, ça peut être pratique. Bon, ça met le sprite, on va mettre game, hop. Vous voyez que ici, on a de la transparence complète, et on a l'objet opaque au milieu. Donc, ça peut être utilisé, hop, pour rendre ce genre d'objet. Donc, nous ici, c'est pas ce qu'on veut. Nous ici, on a un objet à la fois opaque et à la fois transparent. Ce qu'on va faire, eh bien, c'est ce qu'on va définir. On va définir un deuxième objet, et cette fois-ci, en fait, on va lui passer le pass 2, et cette fois-ci, on veut enable le blend, et on veut depth toujours. Ça serait la deuxième passe, et pour la deuxième passe, je vais vous montrer le shader. On va juste inverser la différence. Hop. Et grosso modo, au lieu de rendre les parties opaques, mais cette fois-ci, on va rendre uniquement les parties transparentes. Donc là, c'est supérieur. Si l'alpha est supérieur à 0,99, c'est qu'on a affaire à un pixel opaque, et donc on le discarde. Et hop, donc si je lance, hop, si je lance, eh bien, ici, vous verrez qu'on a bien notre bon objet qui est affiché de la bonne façon. Ici, on voit bien qu'on a la transparence qui est bien affichée, et ça marche correctement. Donc, c'est assez pratique, hein. C'est que toutes ces, en fait, tous ces micro fonctionnalités, optimisation, ou
où en fait c'est un peu en fait là on fait un peu de la triche, grosso modo quand on va venir, notamment, heu, faire afficher l'objet en 2 passes ou désactiver le Deskmax ou même, ordonner nos objets, de manière, du plus loin au plus proche. Eh bien, c'est vraiment en fait, je sais pas si c'est une défaillance de la pipeline de rendu OpenGL, mais c'est une restriction, on va dire. Une restriction qui permet pas de directement le faire, de pouvoir directement, afficher, les objets de manière indépendante, peu importe l'ordre et en utilisant les façons classiques d'afficher un objet. Donc ça, c'était la partie blending. Si vous voulez avoir un truc beaucoup plus poussé sur, en fait, le blending et ne pas avoir à vous casser la tête avec toutes ces passes, eh bien, il existe d'autres méthodes, donc notamment l'algorithme du peintre. Vous pouvez la pousser, à son extrême, mais vous verrez que ça ne sera pas forcément, optimisé. Si vous triez les triangles en eux-mêmes, ça va pas forcément bon et ça ne va pas forcément régler le problème des objets à la fois transparents et à la fois opaques. Nous, ce qu'on souhaite ici, on va pas le faire dans cette vidéo, mais je vais vous mettre ouais, c'est ça. Donc on souhaite en fait, avoir un système, de transparence indépendamment, de l'ordre, c'est-à-dire on n'aura pas forcément à trier les objets et en fait, tout ce qu'on veut nous, c'est le faire pixel par pixel et pouvoir en fait, heu, peu importe l'ordre des objets dans lesquels ils sont rendus, avoir le bon blending. Donc je vais pas aller dans le détail. Globalement, il y a une technique qui est, assez utilisée, c'est le death spinning, heu, mais vous verrez qu'il y a des limitations quand même. Et puis après, il y a d'autres techniques. Ouais, ouais, c'est ça, c'est Storing Fragment in Per Pixel Linked List. Donc on va juste, je pense, après avoir, hein, mais globalement, on va venir stocker les pixels dans. À chaque fois, on va dessiner, en fait, on va les mettre à la suite de l'autre pour se rappeler en fait quel pixel est par-dessus l'autre et pouvoir appliquer la transparence de la bonne façon. Bah, donc, faudrait aller voir dans les détails comment ça fonctionne. Je ferai sûrement une vidéo sur le sujet. Le moment venu, mais globalement, vous pouvez les jeter un œil. Donc, la technique, c'est Order Independence Transparency. Donc, sur Wikipédia, vous pouvez voir où il y a d'autres articles qui en parlent pour avoir plus de détails sur le sujet. Donc, globalement, on est bon. Ouais, juste petite particularité aussi du discard que je n'ai pas abordé. Donc, le discard ici, elle aura des répercussions. C'est que il y aura des répercussions sur notamment les tests d'enfragment précoce. Donc, je vous ai dit que le depth test ici se faisait après le fragment de shader. Eh bien, il peut se faire également avant le fragment de shader. Si jamais, en fait, soit on ne discarde pas la fonction. Donc, s'il n'y a pas, en fait, s'il y avait pas ça, globalement ici, on aurait bien le test précoce. Mais ici, on va discarder, comme on discarde ici, eh bien, le test précoce ne sera pas fait. Juste avant, et il y a un autre élément bloquant qui fait que le test précoce ne se fait pas, c'est que si on définit en fait la valeur de profondeur en utilisant glfrag, hop, glfragDepth, glc, donc globalement ça permet de définir directement dans le fragment de shader en fait une valeur de profondeur directement ici. Donc si on appelait ça, eh bien ça va pas également se faire le test de profondeur. Donc globalement, ça c'est des optimisations bon ici dans notre cas, on a vraiment besoin de faire cette passe à pouvoir afficher notre objet. Alors, je pense qu'on est bon. Notamment, donc on est bon. La prochaine fois, on détaillera en fait comment utiliser les frame buffers. Donc globalement, je vais juste introduire cela, mais ici on avait, hop, actuellement on a un frame buffer, donc ici le frame buffer par défaut de notre fenêtre, hein. Et nous, ce qu'on souhaite dans les prochaines vidéos, c'est avoir plusieurs frame buffers et pouvoir rendre une scène dans des frame buffers hors écran. Alors, je vous dis à la prochaine, c'était Marwan pour de nouvelles quêtes d'un programmeur.